Bonsoir. Le journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé cet après-midi une audience à l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye, l'ambassadeur Richard Boyce Norland. La résolution de la crise libyenne conformément aux dernières résolutions de l'ONU et les propositions des pays limitrophes pour un retour de la paix en Libye ont constitué l'essentiel des discussions. Angal Toklok. Le gouvernement américain soutient les efforts déployés par la Libye avec l'appui de ses partenaires pour former un gouvernement de large ouverture qui pourra répondre aux besoins du peuple libyen et sécuriser le pays. C'est dans ce sillage que l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye, l'ambassadeur Richard Boyce Norland, est venu ce vendredi 5 mai 2023 à la rencontre du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Les échanges qui ont duré près d'une heure ont porté sur l'appui à la feuille de route de l'ONU prévoyant la tenue des élections présidentielles et législatives en Libye d'ici la fin de l'année. Au cours des discussions, le diplomate américain a également exprimé ses inquiétudes par rapport aux violences en cours au Soudan qui pourraient saper les efforts visant la restauration de la paix en Libye. Avec ce qui se passe en Soudan, c'est clair que la Libye doit se réunifier les institutions sécuritaires pour sécuriser les frontières et pour empêcher que ce qui se passe en Soudan entre en Libye ou que la situation dans le sud de Libye, qui n'est pas tout à fait stable, donne une façon pour les gens d'envoyer des armes ou autre chose pour les combattants en Soudan. Et de notre avis, le message très clair des États-Unis, c'est qu'il faut résoudre la situation en Libye le plus tôt que possible pour que la Libye n'est pas utilisée comme plateforme pour déstabiliser la région, le Soudan, mais aussi qu'on est très reconnaissant que les voix comme la voix du président de Tchad et d'autres pays voisins disent aux Libyens, aux leaders libyens comme nous, le disent que c'est le moment de résoudre vos problèmes politiques. L'entrevue entre le président de transition et l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye marque un nouveau pas dans la volonté du Tchad et des États-Unis de travailler en synergie pour le retour de la paix et de la stabilité dans ce pays voisin du Tchad. Double audience ce matin à la primature. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu tour à tour les présidents des professions libérales judiciaires et les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur. La première audience est axée sur l'inexécution des décisions de justice et la seconde sur la restitution des assises de l'enseignement supérieur tenues en décembre 2022. Hamid Koumi. L'agenda du Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, est bien chargé ce vendredi 5 mai 2023. C'est par une audience accordée au président des professions libérales judiciaires que démarre la journée marathon du chef du gouvernement. Pour Maître Eldjimbaye Mbaye Oudou Élysée, Maître Djomia Germain et Maître Koulmem Nadjiro Milka, l'occasion était tout indiquée pour exposer les causes d'entrave à l'exécution de décisions de justice au cours de cette audience. En présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mohamed Ahmad Al-Habou, les trois professionnels de justice ont trouvé un Premier ministre bien à l'écoute des difficultés à faire exécuter les décisions rendues par la justice. Toujours attentif aux doléances exprimées par ses concitoyens, le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui a longtemps lutté pour une justice indépendante et responsable, a rassuré ses interlocuteurs que leurs doléances sont prises en compte. Le Premier ministre nous a reçus à notre demande concernant l'inexécution des décisions de justice de façon générale. Le Premier ministre a eu l'oreille attentive, n'est-ce pas, à ces doléances qui ont été exprimées et a promis. Et d'ailleurs, il nous a fait savoir que l'État n'a jamais perdu de vue ces décisions. Ça a été leur préoccupation. Et donc, ils ont eu l'oreille attentive. Et dans les tout prochains jours,
n'est-ce pas, une solution va être trouvée. Dans la foulée, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, et ses collaborateurs ont été reçus par le chef du gouvernement. L'échange a porté sur la restitution des assises de l'enseignement supérieur tenues en décembre 2022. Il est de bonne loi que les conclusions de travaux soient présentées au Premier ministre Saleh Kebzabo. Au niveau de l'enseignement supérieur, en décembre, nous avons tenu des journées de réflexion et d'échange. À la suite de ces journées, nous avons pris des résolutions, fait des recommandations. Nous avons donc posé des problèmes urgents qui rencontrent l'enseignement supérieur dans tous les domaines. Et nous avons aussi dit qu'est-ce qu'il nous faut du point de vue appui, appui financier, appui politique, appui administratif. Tout on l'a dit au Premier ministre. Donc il nous a écoutés attentivement avec ses collaborateurs. Et voilà, il nous a fait des promesses dont nous sommes contents. En cette seconde phase de transition, le Tchad a plus que besoin d'un enseignement supérieur solide et performant répondant aux normes internationales. C'est dire que la refondation du Tchad passe aussi par la refondation de l'enseignement supérieur. Le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a présidé cet après-midi à la primature une réunion avec les chefs d'entreprise. Plusieurs ministres y ont également pris part. Au centre de cette réunion, les conséquences de la crise énergétique que connaît le pays. La rencontre de cet après-midi vise à échanger autour de cette question afin de trouver des solutions. Hamid Koumi. 24 heures seulement après avoir tenu une réunion d'urgence sur la situation énergétique qui secoue le pays, le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo rencontre à nouveau les acteurs de ce secteur en vue d'une solution rapide. Une crise qui impacte lourdement l'économie nationale. Pour le chef du gouvernement, des stratégies doivent être multipliées et des actions concrètes doivent être entreprises pour endiguer rapidement cette crise. C'est pourquoi il a accepté de recevoir et d'écouter avec beaucoup d'attention l'équipe des responsables et patrons d'entreprises conduite par le président du Conseil national du patronat tchadien, Bichara Doudoua. Depuis longtemps qu'on a crié qu'on a des problèmes d'énergie. Si on n'a pas résolu, il n'y a pas de développement et aucun investisseur va venir dans ces pays. Aujourd'hui, le peu des industries qui tournent aujourd'hui au Tchad ont fermé leurs portes. Aujourd'hui, on ne tourne plus. Les travaux sont arrêtés et il n'y a plus de gasoil. Vous avez vu vous-même, les gens font la queue derrière les stations. On se demande comment on va s'en sortir. Sans langue de bois ni démagogie, le Premier ministre Saleh Kebzabo joue collectif car une telle crise ne peut être résolue sans concertation avec tous les acteurs concernés. C'est pourquoi la communication reste une voie plus que nécessaire. Face aux doléances exprimées par les responsables et patrons d'entreprise, le chef du gouvernement est profondément préoccupé et n'écarte aucune proposition susceptible de juguler cette crise. Devant un problème qui touche tout le monde, la solution doit venir de tout le monde. Nous sommes tous dans ce pays. Si nous ne l'aimions pas, nous n'y serons pas. Je m'adresse aux étrangers. S'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment bien ce pays et qu'ils voudraient bien y exercer des activités dans de bonnes conditions. L'intérêt de notre rencontre, c'est de discuter pour nous assumer pleinement, chacun dans ce qu'il fait, dans ses responsabilités, pour voir ensemble quelles sont les pistes de solutions que nous pourrions proposer. Parce que la crise, elle ne fait pas de choix. La crise frappe tout le monde. La crise du carburant part de l'industriel, même aux piétons. Tout le monde prend un coup. Je ne peux pas vous dire combien d'heures on dort par jour. Parce que cette question nous peine. Pour venir à bout de cette situation qui a des répercussions directes sur la vie de la population, le gouvernement d'Union nationale, sous le leadership de son chef, Saleh Kebzabo, multiplie des stratégies pour une réponse globale à la crise.
Dans cette phase difficile que traverse le Tchad, le Premier ministre Saleh Kebzabo reste néanmoins optimiste quant à la fin rapide de cette crise énergétique. Journée mondiale de la presse, les journalistes sont honorés par la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Cette institution leur a offert cet après-midi un dîner. Kalia Ngavoudna pour les détails. La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, a attendu 48 heures après la célébration de la Journée mondiale de la presse pour honorer les hommes des médias. Cette institution chargée de défendre les droits de l'homme au Tchad offre à cette occasion un dîner aux journalistes. Lieu idéal pour le président de la CNDH de reconnaître le sacrifice que consentent les journalistes pour informer et sensibiliser le public. Je voudrais, au nom de la CNDH, rendre un vibrant hommage aux nombreux journalistes tchadiens qui travaillent sans relâche à nous permettre d'accéder à la vérité. Ils sont les gardiens des idéaux et des valeurs démocratiques. J'en profite également pour encourager tous les Tchadiens à reconnaître le travail combien important des journalistes et des professionnels des médias que je remercie pour leur quête incessante de la vérité. Il réitère la volonté de l'institution qu'il dirige de continuer à faire des plaidoyers pour assurer la protection des journalistes. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Bachar Idriss Saleh, et son collègue de la prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, ont tenu une réunion avec les partenaires financiers, techniques et bailleurs de fonds cet après-midi à N'Djamena. Au cours de cette rencontre, 3 points ont été abordés, notamment le bitumage de la route transsaharienne, les états d'engagement financier des projets et l'avancement des travaux sur le terrain. Apolline Gani. Cette réunion a permis aux différentes parties de toucher du doigt l'état d'avancement des 3 projets de la route transsaharienne. Il s'agit du tronçon Ngouri-Bol, Bol-Liwa et celui de Rigrig, Daboua, frontière du Niger. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a relevé que l'état d'avancement moyen de ces 3 projets est de 40% et les projets avancent lentement. Les raisons qui ont poussé vraiment à demander cette réunion, c'est les risques assez élevés que ce projet ne réussisse pas et les risques élevés que les financements puissent être clôturés. Je parle l'un du projet, c'est 31 décembre de cette année plutôt. 31 décembre 2023 et vu l'évolution des choses, on a vraiment des risques assez élevés. À la fin de cette réunion, peut-être d'ici la semaine prochaine, si on est d'accord sur les conclusions, nous allons essayer d'appeler aussi les partenaires qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les entreprises, par rapport à nos conclusions, allons prendre les mesures adéquates possibles. Les difficultés qui freinent l'avancement de ces 3 projets sont entre autres les cumuls des impayés des partenaires financiers, le problème de pénurie de carburant pour le travail et la lenteur au niveau des institutions. Aussi, les différentes parties déplorent les performances des entreprises qui exécutent les travaux. Pour cela, il est question de contraindre les entreprises à finaliser les projets qui n'avancent pas. Dr Bachar Idriss Saleh a relevé que le souci actuel, c'est la reprise en charge de ces différents projets et l'accord des partenaires sur le financement pour que les projets avancent rapidement. Comment préserver, protéger et valoriser notre patrimoine culturel riche et diversifié? Tel est le thème de la journée du patrimoine mondial africain célébrée ce 5 mai. À cet effet, le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine touristique et du tourisme, du patrimoine historique et du tourisme, Abakar Rosetegui, a fait une déclaration dont nous vous proposons un extrait. 139 biens africains sont classés au patrimoine mondial et font partie intégrante de l'histoire commune et universelle de l'humanité. Sur cette liste, 42 pays ont au moins un bien inscrit, dont le Tchad qui a 2 sites inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial.
à savoir le lac Unyanga en 2012 et le massif de l'Enedi en 2016. Une mission technique que je conduirai se rendra au parc national de Zakouma pour retravailler les dossiers de candidature pour une proposition d'inscription en 2024. Il y a beaucoup à faire pour mieux préserver le patrimoine mondial africain, car sur 55 biens actuellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, 21 sont sur le continent africain. Notre pays, berceau de l'humanité, a ratifié la Convention relative à la protection du patrimoine culturel. Il s'est engagé à la protection, à la préservation et à la promotion de son patrimoine culturel, et c'est pourquoi il a promulgué la loi numéro 18/2019. Aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale de la sage-femme. L'édition 2023 a pour thème « Ensemble à nouveau, de l'évidence à la réalité ». Ici, à N'Djamena, l'association tchadienne des sages-femmes et maïoticiens a organisé une cérémonie commémorative. Elle a été marquée par la présence de la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zenab Béchir Moussa. C'était en présence des représentants des partenaires du gouvernement qui œuvrent dans le secteur de la santé. Varelaj Donstan. Les sages-femmes et maïoticiens sont en l'honneur ce 5 mai, une journée qui leur est dédiée. La sage-femme n'est plus mourir en donnant la vie, c'est la devise de l'équipe SONU. Réunis autour de la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zenab Béchir Moussa, ils célèbrent leur journée placée sous le thème « Ensemble à nouveau, de l'évidence à la réalité ». Un thème aussi révélateur qui, selon la présidente de l'association tchadienne des sages-femmes et maïoticiens, Salamatou Brahim Goni, interpelle les pratiquants de ce noble métier. Le moment est venu pour nous de démontrer notre professionnalisme afin de mériter davantage la confiance de la population et de nos autorités. Je vous lance un appel pour que nous nous engagions encore une fois de plus afin de contribuer significativement à l'amélioration de la marche vers la couverture santé universelle. Ils sont les tout premiers à accueillir les nouveau-nés dans les formations sanitaires. C'est au vu de l'importance de ce noble métier que la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zenab Béchir Moussa, renouvelle le soutien de son département à les accompagner à maintenir cet engagement à l'effet d'améliorer la santé des reproductions. Le nouveau directeur général de la Société nationale d'électricité, le général Ramadan Erdebou, a été officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie de passation de service a été présidée par l'inspecteur général du ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie, Dr Loalaba Digali. Le film de la cérémonie avec Mamat Moussaba Mecheib. La Société nationale d'électricité SNE a un nouveau patron. Il s'agit du général Ramadan Erdebou. À l'entame de la cérémonie de passation de service, le directeur général sortant de la SNE, Nathaniel Dolmian, a énuméré quelques activités réalisées durant plus d'1 an à la tête de cette entreprise qui bat de l'aile. Cédant le fauteuil à son successeur, M. Dolmian lui souhaite plein succès. Félicitant son prédécesseur pour le travail accompli dans ce laps de temps, le nouveau directeur général de la SNE remercie le président de transition qui lui a confié cette lourde tâche. Général Ramadan Erdebou invite les différents responsables et les agents de la SNE à travailler durement pour servir le peuple et partant le pays. Je demande que chaque travailleur joue un rôle national. Ce n'est pas se servir. Il faut servir le Tchad. Il faut servir le peuple tchadien. J'ai besoin des hommes et des femmes qui travaillent jour et nuit. Je vous donne la confiance
Mais confiance, quelquefois, n'exclut pas des contrôles et des suivis. Pour résoudre la crise énergétique qui sévit, le directeur général entrant de la SNE demande à la population de patienter un peu. La signature du procès verbal entre le directeur général entrant et sortant ainsi que l'inspecteur général du ministère des hydrocarbures a mis un terme à cette passation de service. À l'approche de la saison des pluies, Madame le maire de la ville de N'Djamena s'assure des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales. Aujourd'hui, Madame Zahra Douga Batiré a fait une descente à la station de pompage de Lamadi. Le compte rendu de Madigoto David. La station de pompage des eaux de pluie de Lamadi a constitué la première étape de la visite de la maire de N'Djamena, Zahra Douga Batiré. Sur ce site, elle a eu à constater les travaux de réhabilitation de cette station de pompage qui est le maillon essentiel pour l'évacuation des eaux de pluie qui causent chaque année des inondations dans la ville de N'Djamena. Malheureusement, l'unique poste de transformateur de la Société nationale d'électricité SNE qui alimente les deux générateurs de la station de pompage en cas de panne de carburant a pris feu depuis quelques semaines. Cette situation dramatique inquiète la maire de la ville. Cette station, si jamais on n'arrive pas à la réparer à temps et à la mettre en marche, demain il va y avoir des problèmes d'inondation très sérieux. Je demande l'indulgence de l'entreprise de faire au plus vite les réparations. Après la station de pompage de Lamadi, le quartier Amriguébé dans le 5e arrondissement et le marché à 1000 de N'Djamena font également l'objet de la visite de la maire et sa suite. Dans ces deux coins, elle déplore certains comportements inciviques des citadins qui bouchent allègrement des canaux de drainage des eaux, provoquant ainsi des inondations dans la cité capitale. On constate que la population déverse les ordures sur les rues, dans les carrefours. Nous leur demandons de contribuer avec nous, d'essayer de déposer leurs ordures dans les caissons. Ça permet à la ville d'être propre. La construction d'une ville propre n'est pas seulement l'affaire de la municipalité, sinon elle est la contribution de tous les citadins afin de lui rendre plus salubre et attrayante. Dernière étape de la mission d'inspection des travaux d'entretien d'urgence dans le sud du pays. La délégation du secrétaire général adjoint du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, Adam Abakar Abdoulaye, a visité quelques chantiers routiers dans deux provinces, notamment dans le Logone occidental et la Tandjili. Thomas Mandjali. Logone occidental, la mission d'inspection des travaux d'entretien d'urgence est dans la place. Le temps d'une journée pour le secrétaire général adjoint du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, accompagné de son équipe, d'évaluer les travaux entrepris pour donner peau neuve aux infrastructures routières. Il s'agit de la piste rurale axe Lolo-Maïkankana, longue de 19 km, et celle de l'axe Badé, Ngondong, Dodinda, distante de 22 km sur les 4 pistes retenues dans cette province. Selon les explications du chef d'équipe des missions de contrôle, Farah Ariel Aimé, les travaux vont bon train, et ce, à la satisfaction des populations bénéficiaires. La saison de pluie, nous avons de la souffrance. Ce n'est pas facile de partir à pied, mais maintenant là, tout le monde circule. Un autre chantier, une autre province. Cette fois-ci, l'équipe est à Tandjilé pour la piste rurale axe Laï-Ningalai, où l'entreprise est à la tâche pour l'exécution des travaux d'entretien. Une piste étendue sur 46 km qui servira désormais à desservir les villages de cet axe et permettre les échanges commerciaux. 50% d'exécution des travaux, tel est le résultat de la dure labeur de cette entreprise. Je crois qu'elle a plus ou moins respecté quand même ce qui a été demandé. Mais de surcroît, il faut qu'elle fasse un effort, parce que la saison de pluie s'approche. Ces chantiers sont exécutés sur financement de la Banque mondiale selon l'approche GENIS, gestion d'entretien par niveau des services pour un délai de 36 mois. Et ce, dans 5 provinces du pays, à savoir le Logone occidental, la Tandjilé, le Guéra, le Ouadaï et le Ouadifira. Une dernière visite pour boucler la boucle. Les 82 km de l'axe Juman-Laï en phase de bitumage, lui aussi prend peu à peu forme. L'entreprise chinoise en charge des travaux est à pied d'œuvre pour livrer l'ouvrage selon le délai requis. Cette visite de la délégation a permis de se rendre à l'évidence des travaux qui s'effectuent sur le terrain.
Les résultats sont visibles et annoncent un lendemain meilleur. De quoi réjouir les habitants de ces localités. Vous l'avez corrigé de vous-même, la délégation est conduite par le secrétaire général adjoint du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, Adam Abakar Abdoulaye. Tenu ce matin dans un hôtel de la place de la 3e consultation nationale sur le suivi et l'évaluation du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies au Tchad. Les acteurs concernés échangent sur ce document en vue de sa mise en œuvre. Thomas Mandiali. Le Comité national de la résolution 1325 et ses partenaires techniques occupent cette salle aujourd'hui pour la 3e consultation nationale de cette résolution onusienne du Conseil de sécurité. Une réunion de suivi-évaluation du plan d'action national en vue de le rendre opérationnel. C'est un document garant d'espoir pour les droits humains en général et ceux des filles et femmes victimes de violences physiques et mentales en particulier. En se dotant ainsi d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325, le Tchad a pris la pleine mesure du rôle que les femmes ont à jouer dans la recherche de la paix et de la sécurité. À ces assises, les acteurs vont passer au peigne fin ces documents afin d'apporter des ajustements nécessaires dans le but de le perfectionner et assurer sa bonne mise en œuvre. L'initiative entre dans le cadre de l'implantation de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité approuvé par les plus hautes autorités du pays. Le plan d'action national est un instrument de portée multisectorielle incluant les contributions diverses dans une démarche somme toute inclusive et participative. L'opérationnalisation de ce document servira d'instrument qui marque un tournant majeur dans la protection effective en temps et en circonstances de la dignité des femmes et des filles, actrices incontournables dans le processus de la paix. Les superviseurs du comité de gestion des revenus pétroliers du département du Chari, nommés à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, sont installés officiellement ce matin à Mandélia, le chef-lieu du département, par le président du comité, Mbanghaji Wouli Mohamed Youssouf. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du préfet du département du Chari et des conseillers nationaux de transition de la province du Chari-Baguirmi. Varelaj Donstan. La province du Chari-Baguirmi est aussi une zone productrice de l'or noir. 5% de la production sont affectés à cette province pour amorcer son développement socio-économique. Afin de mieux gérer les ressources, le comité de gestion des 5% ayant à sa tête Sa Majesté Mbanghaji Oulimat Youssouf, par ailleurs conseiller national de transition, répartit les tâches. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, 3 superviseurs sont nommés et placés à la tête du département du Chari. Leur mission, initier des projets bancables pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations sur le plan éducatif, sanitaire, social et hydraulique. Les 5%, ce n'est pas l'argent qu'on vient pour distribuer ainsi autre, mais c'est pour initier des projets de développement pour notre province. Autre sujet abordé, la paix et l'unité nationale. Le natif de la province du Chari-Baguirmi demande à la population de se méfier des vendeurs d'illusions qui ont pour seul le but de semer des troubles. Après l'installation des superviseurs, le président du comité de gestion des 5% des revenus pétroliers a tenu une rencontre avec les forces vives du département du Chari en présence des autorités administratives, civiles et militaires. Face d'elle, Sa Majesté Mbanghaji Oli Mohamed Youssouf leur demande de conscientiser la population sur la préservation de la paix, un vœu cher aux autorités de transition. Allons à la découverte du Salamat, une province pleine de potentialités et de richesses. Ces 1001 facettes dans cette carte postale signée Adou Mangana Adou. La province du Salamat accueillera dans les jours à venir le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. C'est la toute première visite du président de la République depuis l'instauration de la transition le 20 avril 2020. Pour la province du Salamat, cette visite du chef de l'État
est marquée par le contexte du retour à l'ordre constitutionnel, avec surtout l'organisation du référendum constitutionnel dans les prochains mois, est un privilège et un honneur pour la population de la province du Salamat. La province du Salamat marque les esprits. Connue comme les greniers du Tchad par son rendement agricole en quantité et de très bonne qualité, pour une superficie de 103 000 km², le Salamat compte 308 500 habitants. Selon les données démographiques, la densité de la population de la province du Salamat est de 4,9 par km². Au niveau administratif, la province du Salamat dispose de 3 départements qui sont le département d'Aboudeya, Barazoum et Harans-Manguin. La province du Salamat partage des frontières avec 2 pays limitrophes du Tchad, la République centrafricaine et le Soudan. À l'intérieur, elle est située au sud par la province du Moyen-Chari, à l'est par la province d'Iguera et au nord par la province de Silla. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités et constituent une richesse non négligeable. Une autre spécificité de la province du Salamat est sa faune, notamment le parc des Akouma. Le commerce domine les activités économiques dans les provinces du Salamat où la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique sont dans tous les esprits. La province du Salamat constitue un havre de paix. Prélude à la visite du président de transition à Ati, chef-lieu de la province du Bata, prévue pour la semaine prochaine, le gouverneur du Bata, Djimta Bendergon, a présidé en début de matinée une réunion préparatoire avec toutes les corporations. Ati se mobilise pour réserver un accueil de grand jour au chef de l'État. La province du Bata sera honorée de recevoir le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, dont la venue est annoncée pour la semaine prochaine. À cet effet, les responsables administratifs à divers niveaux et les représentants de toutes les couches sociales du Bata, le gouverneur les a conviés à cette réunion préparatoire d'un grand jour. Pour le gouverneur, le général Djimta Bendergon, le séjour du chef de l'État dans le Bata est dans le but de vivre une partie de nos réalités, surtout nos difficultés. Le gouverneur informe que déjà des activités préparatoires ont démarré, notamment avec l'identification et les réquisitions des hébergements et des véhicules, la salubrité et le projet d'aménagement des routes dans la ville d'Ati et bien d'autres. Un arrêté créant un comité d'accueil est pris. Le comité est dirigé par le gouverneur avec comme vice-président le préfet du département du Bata-Ouest, le maire d'Ati et le SG provincial du MPS. La sous-commission communication est dirigée par le chef de station de l'ONAMA d'Ati. Plusieurs autres sous-commissions ont été créées pour réussir l'accueil dans tous ces aspects. Le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Ahmad Al-Khoudar Ali Fadel, a visité l'équipe du recensement des agents et contractuels de l'État. C'était pour les galvaniser. Ahmad Fadjar Kamala. Après la province du Lac et du Kanem, l'équipe de l'opération de contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État entame sa dernière étape qui est la province de Hadjar Lamis. Composée d'un agent de la SOL, de la fonction publique et de l'ONEX, elle est pilotée par le colonel Abdelhak Mamad Amin Aman. Le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Ahmad Al-Khoudar Ali Fadil, accompagné de ses proches collaborateurs, a rendu visite aux agents recenseurs. La descente sur le terrain du gouverneur est de galvaniser l'équipe afin que leur mission soit couronnée de succès. Le chef de la mission, colonel Abdelhak Mamad Amin Aman, a rassuré le premier magistrat de la province que les fonctionnaires fictifs seront décelés car les plus hautes autorités donnent une importance capitale à ces recensements. Ce contrôle permettra aussi au gouvernement d'informatiser la fonction publique. C'est pourquoi une équipe technique de l'ANAT est sur place pour donner un NNI et délivrer une carte d'identité nationale aux recensés. Le gouverneur de la province du Lac, Djibril Ratou, par ailleurs président de la CONOREC provinciale, a présidé ce matin une réunion avec son staff. L'objet de la réunion, dans ce compte-rendu signé Mohamed Saleh Omar. C'est pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux effectués par la CONOREC, entendez Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel
et dégager les forces et faiblesses afin de mieux se protéger vers l'avenir que le gouverneur de la province du Lac, Djibril Ratou, par ailleurs président de la CONOREC provinciale, a convoqué cette rencontre. Après avoir suivi avec attention la synthèse des différentes activités réalisées, présentée par le rapporteur général Adam Adoumaï, le président de la CONOREC provinciale du Lac, Djibril Ratou dit que les plus hautes autorités accordent une importance capitale au retour à l'ordre constitutionnel et appellent les uns et les autres à se mettre résolument au travail, car les défis sont énormes, a-t-il précisé. Connaissant votre engagement, je demeure confiant et serein. Je vous rassure de ma ferme détermination à vous apporter mon appui pour la réussite de notre mission commune. Le premier magistrat de la province du Lac a également donné des conseils et orientations à l'équipe de la CONOREC de la province du Lac pour mener avec tact leur mission. Les participants à cette réunion se sont relayés pour évoquer quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés pour mener à bien leur mission sur le terrain. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, le général Tegen Idibé Berdé, a effectué une tournée dans les usines et sociétés de sa circonscription. Il s'est rendu à l'usine d'égrainage de la Coton-Tchad de Pala 2 et à la cimenterie de Baoré. Objectif, constater de visu le fonctionnement de ces usines. Omaro Abba. L'usine d'égrainage de la Coton-Tchad Pala 2, une unité de la Coton-Tchad Société Nouvelle, a marqué le premier arrêt de la visite du gouverneur de la province, Tegen Idibé Berdé. Guidé par le chef d'usine, le gouverneur et ses collaborateurs ont fait le tour des différentes installations. Occasion pour le coordonnateur de la zone cotonnière Vanani Dagboy Kassou d'expliquer au gouverneur le fonctionnement de son usine et les difficultés qu'elle éprouve. Selon lui, le bradage des engrais par les producteurs et le transfert massif de coton grain vers le Cameroun constituent une menace pour la survie de la filière. Deuxième étape de la visite, la cimenterie de Baoré. Là, il a eu droit aussi à une visite guidée. De l'atelier de concassage à la salle de commande, en passant par le hangar de stockage et les laboratoires, le gouverneur Tegen Idibé Berdé a été informé du fonctionnement de chaque atelier. Pour le directeur d'exploitation Adoum Younous, la Sonacim produit déjà. Le ciment est prêt à être écoulé sur le marché, et ce, après 8 mois d'arrêt. Très satisfait du rôle que jouent ces usines dans le développement de la province par l'employabilité des jeunes, le gouverneur Tegen Idibé Berdé a demandé aux différents agents de doubler les efforts pour maintenir le bon rendement de chaque société en vue d'amorcer le développement à la base au Mayo-Kébi-Ouest. La province du Guéra bénéficie du projet de construction d'un centre d'apprentissage de la langue française. La cérémonie officielle de pose de première pierre a été présidée par le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Togu Tchohimi, en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mahamat Saïd Farah, l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochri, et bien d'autres autorités civiles, militaires, religieuses et traditionnelles. Johan Dime Djibril. Cette action s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'enseignement au Tchad. Ce projet de construction d'un centre d'apprentissage de la langue française CALF à Mongo est l'initiative de l'ambassade de France au Tchad. C'est un centre qui aura pour vocation à proposer de l'enseignement, mais aussi et surtout la formation. À cette occasion, le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Togu Tchohimi, a tenu à remercier l'ambassade de France au Tchad qui a accepté de construire ce centre dans le Guéra. L'ambassadeur de France au Tchad, M. Bertrand Kochri, relève que l'éducation et la formation sont au cœur de l'action de son pays au Tchad, car selon lui, il y a déjà 6 centres dans le pays. Cependant, le centre de Mongo sera le 7e. Le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale, Mahamat Saïd Farah, a souligné que la construction de ce centre est une étape de plus dans la consolidation du lien d'amitié Tchad-France. Pour lui, ce centre est une valeur ajoutée à l'éducation. Il est à préciser enfin que la construction de ce centre qui va durer 5 mois coûtera 50 millions de francs CFA et c'est l'entreprise Abderoué qui s'occupera de la mise en œuvre du projet. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin.
En tournée dans la zone septentrionale du pays, le directeur général adjoint des douanes et des droits indirects, Haroun Abdoulaye Cheib, se trouve à Amdjaras, dans la province de l'Enedi-Est. Les précisions avec Hassan Lamy. Le directeur général adjoint des douanes et des droits indirects, Haroun Abdoulaye Cheibou, pose sa valise dans la province de l'Enedi-Est. L'équipe de 2GA est à Amdjaras pour s'enquérir des réalités de travail sur le terrain et voir quelles sont les difficultés. Dans cette optique, une réunion a été organisée avec les CC et son staff. Les doléances de chef de circonscription Assoua Ahmad s'articulent autour de manque de bâtiments abritant ces services. Le DGA a pris bonne note et les a exhortés au renforcement des recettes. Ensuite, la délégation est allée à la rencontre du gouverneur de la province de l'Enedi-Est, le général Tom Djeroua Sougia. Le représentant du chef de l'État a plaidé le sort de sa circonscription en ce qui concerne les prix élevés des denrées alimentaires. Pour le directeur général adjoint de douane et des droits indirects Haroun Abdoulaye Cheibou, les taxes sur le produit alimentaire et le carburant ont été exonérées. Par conséquent, les prix de ces produits doivent baisser. Les équipements de Sidonia World ont été visités et renforcés. Un coup de main aux jeunes et aux femmes à travers des microcrédits. La scène se déroule à Koumra, une initiative de la fondation Tchad Helping Hand. La cérémonie marquant la remise de ces microcrédits s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Mandoul, Amin Al-Arabaï. Au total, 34 porteurs des projets soumis à la fondation Tchad Helping Hands se trouvent devant une réalité. 8 209 000 francs CFA est réparti aux bénéficiaires pour entreprendre dans les activités génératrices de revenus. Dans une joie de satisfaction, le maire de la commune de Koumra, Guidimbaï Major Christian, remercie la fondatrice de la fondation Amina Plessis Longo. Pour lui, ce financement est une contribution non négligeable à la réduction du taux de chômage des femmes et jeunes. La secrétaire générale adjointe de la fondation Tchad Helping Hands témoigne l'engagement de sa fondation d'accompagner toute personne désirant se lancer dans l'entrepreneuriat. Zanaba Editriaïra d'ajouter que créer de l'emploi et construire l'avenir aux jeunes est une préoccupation majeure de la fondation Tchad Helping Hands qui, les responsables se battent sans relâche. Remettant officiellement l'enveloppe aux bénéficiaires, le gouverneur de la province du Mandoul, Dr Adam Fortey Amadou, exhorte les jeunes à mettre en application toutes leurs connaissances pour une réussite dans leurs activités respectives. Au nom de tous les récipiendaires, Mingedia Nanotomadji remercie le premier responsable du pays et la ministre Amina Plessis Longo, fondatrice des fondations Tchad Helping Hands pour ces financements qui aidera les femmes et jeunes à créer leur propre emploi. À Gosbeida, dans le SILA, se tient une session de formation sur le processus de planification du budget, des options d'adaptation au changement climatique en cible au genre. Y prennent part des cadres de la province, des provinces du SILA, du Salamat et du Guéra. Ben Arabi, Abdelrazak. D'une durée de 6 jours, l'atelier vise à renforcer les aptitudes des chefs de services déconcentrés de l'État, responsables des ONG et associations des provinces du Guéra, Salamat et Sila, dans le processus de planification et de budgétisation des options d'adaptation sensibles au genre et l'identification des projets climato-bancables en vue de la mobilisation de finances climatiques. Pour les autorités de la province de Sila, cette session de formation arrive au moment opportun du fait que les provinces concernées sont exposés aux effets dévastateurs de changement climatique et c'est tout naturellement que la directrice nationale adjointe du projet PNA au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Seuya Tchere Kakia, a invité les récipiendaires à une participation active afin de tirer le maximum de profit. Le secrétaire général de la province de Sila, Ali Mbodou Djibrine, représentant le gouverneur de la province, a estimé que le PNA est en parfaite
adéquation avec la politique du gouvernement prônée par le président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Tchad et restez en compagnie de nos programmes.